RMC, After Angleterre. Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Angleterre, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Mettez une bonne note, écrivez un joli commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des joueurs, des clubs, des histoires du football anglais avec notre drôle de dame Julien Laurence. Salut Ju. Salut Jay, salut à tous. Oui, il parle pas fort, il est dans un café en ce moment. Avec Rémi Dumont également, salut Rémi. Salut Jérôme, salut Julien, salut tout le monde. Et avec notre invité, l'attaquant de Neom en Arabie Saoudite, Alexandre Lacazette. Salut Alex. Salut à tous, salam alaikum. Merci Alex d'être avec nous dans l'After Angleterre. Tu vas nous aider à mieux analyser la progression d'un de tes anciens coéquipiers à l'Olympique lyonnais, un joueur de génie qui choque la Première Ligue et permet à Manchester City de rester dans la course au titre. Je veux bien sûr parler de Ryan Cherki. C'est parti pour l'After Angleterre. Rémi, déjà pour resituer, on sait tous évidemment qu'Alex Lacazette a joué en Première Ligue en Angleterre, mais combien de temps ? Il y a joué de 2017 à 2022, soit 5 saisons, le temps de disputer 206 matchs, de gagner une Coupe d'Angleterre, un Community Shield, de marquer 71 fois, de faire des passes D à 35 reprises, bref, le temps de marquer de son empreinte son club Arsenal. Et puis il connaît aussi très bien évidemment Ryan Cherki. Oui, parce que avec qui Ryan Cherki a disputé les JO 2024 et remporté la médaille d'argent? Alexandre Lacazette. Avec qui a fait marquer Alexandre Lacazette pour son dernier match avec l'Olympique lyonnais? C'est Ryan Cherki. C'est 7 buts de Lacazette sur une passe de Ryan Cherki. C'est 4 buts de Cherki sur une passe d'Alex Lacazette. C'est surtout 200 matchs ensemble, 100 avec Lyon et 2 avec l'équipe de France olympique avec qui ils iront décrocher la médaille d'or en 2024. 102 matchs ensemble donc pour toi Alex avec Ryan Cherki. Quel souvenir tu gardes de la première fois où tu l'as vu débarquer à l'entraînement ? Un gros talent. Parce qu'en fait, moi, ça faisait un moment que j'en entendais parler. Tout le monde parlait de son attitude un peu hors terrain, c'est plus pour ça qu'on m'en parlait, mais sur le terrain, ouais, c'est vrai que son talent, il est indéniable, il est hors du commun. Et c'est ton premier souvenir, la première chose qu'il a faite à l'entraînement quand il a rejoint le groupe pro avec toi, c'était quoi ? Il a commencé par faire un petit pont, par faire un petit gris-gris ? Quand il a rejoint le groupe pro, moi j'étais déjà à Arsenal, mais quand moi je suis arrivé, c'est la facilité qu'il avait de contrôler le ballon avec le pied droit et le pied gauche, et à la vitesse à laquelle il allait aussi, c'était j'avais jamais vu ça, quelqu'un ambidex de cette manière, mais ouais, très 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 bon gars, très bon joueur. Et Alex, on connaît le joueur Ryan Cherki, mais comment il est l'homme ? Il est comment dans un vestiaire ? Il est comment dans la vie au quotidien ? Il est top, il est facile, il aime rigoler, il a un grand cœur, ça les gens ne le savent pas, mais il a un très grand cœur, ça veut dire que plusieurs fois dans la semaine, il ramenait des flans, des trucs à manger. Quand il peut offrir quelque chose, il le fait de bon cœur. Et non, vraiment, les gens ne le savent pas, mais il a un vrai grand cœur. Bon, et au moment de l'annonce de ton départ de l'Olympique lyonnais, Alex, Ryan t'avait rendu hommage, souvenez-vous. C'est vrai qu'il m'a toujours défendu. J'ai toujours essayé de lui donner le max de ma personne. Juste merci. Merci mon frère pour ce que tu as fait pour nous, pour le club, pour moi. Et il part en légende. Pour moi, c'est la plus grande légende de l'histoire du club. J'espère qu'il a aimé jouer à mes côtés parce que moi, j'ai aimé jouer à côté de lui. Et j'espère que ça ne s'arrêtera pas juste avec le football. Bon, il fait plaisir cet hommage, Alex. Tu t'en souviens sans doute des mots sympas, plus que sympas. Ouais, c'est vrai que je m'en souviens, mais après, même si là il fait du bien à City, on parle assez souvent ensemble, quasiment toutes les semaines. Rémi, on se souvient également que Ryan Cherki avait réalisé une saison dernière gigantesque à l'Olympique lyonnais. Qu'est-ce qu'il en est cette saison ? On va rentrer dans le détail du niveau de jeu actuel de Ryan. Il est sur les mêmes bases, voire déjà mieux, puisqu'on rappelle juste que la saison dernière, Ryan Cherki avait terminé meilleur passeur de Ligue 1 avec 11 passes, meilleur passeur de l'Europa League en étant éliminé dès les quarts de finale contre Manchester United avec 8 passes décisives. Il avait été désigné meilleur dribbleur aussi de Ligue 1. Cette saison, il est sur
60% de titularisation, 9 buts, 9 passes décisives. Évidemment, il y a moins de journées de jouer cette saison que la saison dernière avec Lyon. On voit qu'il était décisif toutes les 97 minutes. Alex, comment t'expliques, toi, qu'il soit aussi performant dès maintenant, en fait, en Première Ligue ? Parce qu'il travaille beaucoup pour devenir un très grand joueur. Je sais qu'il a des très grands objectifs. Il a rejoint un effectif de qualité qui est fort techniquement et qui lui correspond. Devant lui, il a Haaland qui convertit pas mal de ses passes. Donc forcément, c'est plus facile pour lui. Julien, est-ce que tu as été bluffé, toi, par la rapidité de l'intégration de Ryan Cherki avec les Citizens ? Ouais, moi c'est plus ça en fait, c'est plus le point d'interrogation qu'on avait quand il est arrivé. C'est pas le talent, c'est pas le fait qu'il puisse être très bon dans un autre championnat que la Ligue 1, c'est plus combien de temps il allait mettre pour s'adapter et à la Première Ligue et à un nouveau pays, une nouvelle langue, un nouveau championnat, etc. Comme Alex a pu le faire et comme tous les autres joueurs étrangers le font en Première Ligue, mais aussi aux méthodes de Guardiola, à la façon de jouer, au reste de l'équipe autour de lui. Quand tu as longtemps été, notamment la saison dernière à Lyon, la première option de passe quand quelqu'un avait le ballon, là c'est plus trop le cas. Parce que tu as Bernardo Silva, tu as Foden, tu as Doku, tu as maintenant Semenyo, tu as Haaland, etc. Et pourtant, il n'a quasiment pas eu besoin de temps. Peut-être que finalement, la Coupe du Monde des clubs l'a aussi aidé à ce niveau-là, pour s'intégrer plus rapidement sans que ce soit vraiment non plus le championnat. Oui, parce qu'on rappelle que pendant la Coupe du Monde des clubs, il a également marqué une fois, donné une passe décisive. Et Julien nous l'a bien rappelé quand on a préparé l'émission. C'est très important aussi de le souligner, évidemment. Alors en Première Ligue cette saison, aucun joueur ne compte plus d'expected assist que Ryan Cherki. Alors qu'est-ce que c'est que l'expected assist ? C'est la probabilité qu'une passe aboutisse à une passe décisive. Et Cherki cette saison, c'est quasiment donc 5 expected assists en Première Ligue. Il devance dans ce classement statistique Bukayo Saka d'Arsenal, Jérémy Doku de Manchester City, Bruno Fernandes de Manchester United ou encore Yeremy Pino de Crystal Palace. Et si on regarde le classement des passeurs de Première Ligue dans le jeu, ce qu'on appelle open play en Angleterre, Rémi, ça donne quoi ? Alors il est premier tout simplement avec 7 passes décisives. Alors ce sont les passes décisives en dehors des coups de pied arrêtés, hein. Donc vraiment dans le jeu, ce qui montre bien à quel point il sait maîtriser entre guillemets son potentiel, ses adversaires et le jeu anglais. Moi ce que je voulais te demander, Alex, c'est quel type de joueur c'est pour un attaquant, Ryan Cherki ? Est-ce qu'il a besoin de bien s'entendre avec son neuf ? Est-ce que c'est au feeling ? Comment il fonctionne en fait avec son attaquant ? Il parle beaucoup à l'entraînement. Il s'adapte aussi un peu au mouvement que tu préfères. C'est vraiment le numéro 10 qui veut se faire plaisir, qui veut faire plaisir à son attaquant, qui veut faire plaisir au public. Donc des fois, forcément, parce que son style de jeu, il va peut-être un peu énerver certains coachs ou les joueurs défensifs, mais en général, d'avoir Ryan heureux, c'est bénéfique pour l'équipe. Alex, est-ce que tu as vu le match de coupe hier soir dans lequel il a mis un petit pont à Danburn après le double contact ? J'ai vu. T'as vu ça ? Pour beaucoup, ça doit surprendre, etc. Mais tous ceux qui ont joué avec Ryan savent que c'est 20% de Ryan. Ça. T'as vu la réaction ensuite de Dan Burn ? Il en a même rigolé quand il est revenu se replacer, c'est ça, hein ? J'ai pas vu sa réaction, non. Moi, j'en ai parlé direct avec mes potes sur WhatsApp. Et ouais, c'est extraordinaire, mais je suis content pour lui. Il y a Kuzanov qui se prend la tête dans les mains tellement il est abusé par le geste. C'est ça, hein, Jules, hein, c'est bien ça. Dan Burn, en fait, en se replaçant, on le voit qui sourit. Ouais, c'est ça, Dan Burn sourit. Un petit peu, si vous vous rappelez du petit pont sur Bernardo Silva la saison dernière de Dembélé en Ligue des Champions, où tu vois Bernardo après qui se retourne en faisant genre un petit sourire aussi. Là, c'était un peu pareil. Je pense que Dan Burn cherche encore le ballon par où Ryan a fait passer le ballon en fait après le double contact sur Ramsey déjà une seconde avant. Et de toute façon, c'est ça qui a choqué les Anglais. Hein. Alex le sait très bien, on le sait tous. Les Anglais ne regardent pas la Ligue 1, de toute façon, ils ne regardent pas les autres championnats en dehors du leur, mais ça, c'est leur problème. Donc, il est arrivé avec la réputation et une réputation des réseaux sociaux, entre guillemets, des clips que tu peux voir sur les réseaux sociaux, mais il n'avait vraiment jamais vu jouer. Il ne savait pas vraiment à quel point il pouvait être pied droit, pied gauche, tout ça. Donc, les Anglais découvrent un talent pareil comme ça chez eux qui en plus n'a pas besoin de temps d'adaptation et qui soit tout de suite à faire des trucs de fou dans des matchs pareils en dehors même des buts et des passes d'ess. C'est vrai qu'à ce niveau-là il a choqué tout le monde ici. Et ce qui est fou, Alex, aussi quand on regarde l'image d'hier soir quand il fait le petit pont, c'est qu'à aucun moment il ne regarde où est Dan Burn. Comment tu expliques ça ? Il sent qu'il est là, il sait que dans le timing il va lui mettre entre les jambes. Comment on arrive à faire ce genre de geste en fait ?
Ça, sincèrement, faut lui demander à lui. Hein. Je suis pas bien placé pour en parler, mais sa faculté à dribbler, à enchaîner, j'ai jamais essayé de savoir comment il voyait le football. Juste, nous, en tant que spectateurs, faut profiter et apprécier parce qu'il y reste pas beaucoup des joueurs comme ça, donc faut en profiter. Et il y a un de ses coéquipiers qui en profite aussi à tous les matchs ou presque, parce que parfois il se remplace, comme d'ailleurs ça a été le cas hier soir. C'est Phil Foden. Écoutez ce qu'il disait il y a quelques jours au sujet de Ryan Cherki. Honnêtement, je continue à m'améliorer là-dessus. Parfois, je ne sais toujours pas ce qu'il va faire, s'il va faire une passe ou utiliser son autre pied. Plus nous jouons ensemble, plus cela devient naturel, mais parfois il me trouble encore. Je ne sais pas ce que doivent ressentir les défenseurs. Il arrive même à déstabiliser ses propres coéquipiers. Alex, tu as vécu ça aussi? Parfois, tu t'es retrouvé un petit peu décontenancé par ce qu'avait réalisé Ryan Cherki sur le terrain quand vous portiez ensemble le maillot de l'OL? Ouais, donc en fait, souvent, il va arrêter le ballon, on se met le pied gauche, et on ne sait pas s'il va continuer gauche ou se la ramener sur le pied droit. Donc des fois, en tant qu'attaquant, tu veux t'adapter un peu, mais le ballon il est déjà parti et tu es surpris. Du coup, c'est peut-être la chose la plus difficile en tant qu'attaquant, c'est qu'il faut toujours être prêt avec une passe qui peut passer entre trois jambes et ne pas être hors jeu. Donc c'est différent, mais après on va quand même, je pense pas on va se plaindre, nous les joueurs qui ont joué avec Ryan. Ouais, et après de toute façon, il y a d'autres schémas préférentiels qui se mettent en place que vous travaillez à l'entraînement, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'était un peu le casse-tête des coachs parce qu'il voulait un peu faire ressortir sa magie, son côté technique, quand le coach lui demandait d'être un peu plus simple, mais ça fait partie du caractère. Il peut te sortir un geste venu d'ailleurs et qui peut te faire gagner. Bon, là, on voit cette photo qui est folle avec Pep Guardiola. Julien, qu'est-ce qu'il lui demande, Pep? Parce que Alex parlait justement donc d'arriver à canaliser quelque part cette imprévisibilité. Est-ce que c'est aussi ce que cherche à faire Pep Guardiola? Ouais, un petit peu, hein, c'est un peu le problème. Enfin, le problème, c'est un bon problème à avoir, mais on sait que Guardiola est surtout un entraîneur qui aime le jeu de position et le jeu très structuré. Ça, c'est sûr. Et il a maintenant un joueur qui est le plus génial, des plus imprévisibles, et il doit s'en servir tout en le gardant un petit peu parfois dans le système et dans la structure. Après le match, d'il y a un mois, je crois, il disait des fois il fait ce qu'il veut sur le terrain et donc j'ai envie de lui crier dessus. Guardiola disait ça. Et ça, Alex l'a bien connu, j'imagine, même si je trouve, Alex, que la saison dernière avec Paulo Fonseca, on avait déjà vu beaucoup de progrès de la part de Ryan, notamment sur le jeu de position. Et Guardiola, c'est ça, il est en train de jongler un petit peu entre laisser lui la liberté dont il a besoin et le garder aussi, notamment quand City n'a pas le ballon, dans une structure où on a aussi besoin lui de faire notamment certains efforts. C'est le bon entraîneur pour lui, selon toi, Alex, d'avoir Pep Guardiola pour diriger Ryan? Ouais, déjà l'année dernière avec Paulo, Ryan il avait passé une étape de comprendre qu'il ne pouvait pas toucher tous les ballons, être à l'origine et à la passe décisive. Donc il a compris que des fois attendre le ballon dans une zone c'était préférentiel pour lui et surtout bénéfique à l'équipe. Et je pense que avec Guardiola maintenant qui doit bien lui expliquer la vision du jeu, il a pu voir comment De Bruyne était devenu grâce à Guardiola, donc c'est plus facile à écouter les conseils du coach quand c'est comme ça. Toi qui as l'expérience, Alex, tu sais comment faut entre guillemets manager Ryan? Est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut challenger tout le temps? Est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut cajoler? Pareil, comment ça fonctionne avec un coach pour lui? Alors, si j'étais coach de Ryan, je lui donnerais beaucoup d'amour. Je lui donnerais énormément d'amour. Mais ouais, il faut le challenger quand même. Il faut lui faire des rappels pour pas qu'il se repose sur ce qu'il a fait. Après, de toute façon, j'ai compris, Ryan, il a des très très grosses ambitions. Donc, il va pas se reposer, mais on sait jamais. Mais ouais, lui donner beaucoup d'amour et de continuer à le challenger. Comme ça, il va que grandir et que évoluer. On a évoqué les statistiques de Ryan. On va continuer à parler de sa place parmi les meilleurs joueurs de Première Ligue. Et puis, on va également se poser la question de la hiérarchie en équipe de France avec Ryan Cherki dans un instant. À tout de suite. De retour dans l'After Angleterre, toujours avec Julien Laurence, avec Rémi Dumont et notre invité Alexandre Lacazette. On parle d'un joueur qui choque la Première Ligue, c'est Ryan Cherki, le milieu de terrain offensif attaquant de Manchester City. Je voulais vous faire réagir tous à une déclaration qu'on a eue il y a quelques jours, la semaine dernière, c'était, ou peut-être il y a 2 semaines, je crois, Julien. Notre invité dans l'After Angleterre, c'était Maxime Estève, le défenseur central français de Burnley. Et on lui a demandé est-ce qu'il était surpris par les performances de Ryan Cherki et jusqu'où il le voyait aller.
Écoutez sa réponse. Absolument pas étonné. Quand tu arrives dans une équipe qui est ultra dominante, avec un football qui est exactement pour lui, tu le comprends tout de suite. De toute façon, en sélection, quand j'étais avec lui, le peu de temps que j'ai passé avec lui, ses qualités, pour moi personnellement, s'il arrive à faire des stats, etc., parce que maintenant, le football, c'est vraiment aussi par rapport à ça. Footballistiquement, c'est un mec qui peut, je suis sûr et certain, peut gagner le Ballon d'Or. 100% le Ballon d'Or. Alex, tu en penses quoi de ce que vient de dire Maxime Estève au sujet de son ancien coéquipier en équipe de France Espoir ? Oui, je suis d'accord. Il a les qualités, il est dans un très grand club, il est en sélection. Maintenant, on sait que pour gagner le Ballon d'Or, il faut gagner les trophées majeurs de chaque saison. Mais oui, il a pour moi le potentiel et il devrait viser le Ballon d'Or, oui, c'est sûr. Alors Maxime Estève parlait de stats. Rémi, Cherki, on l'a vu, brille par la passe décisive, mais il brille aussi par les buts qu'il met. Oui, parce qu'il en est déjà à 9 cette saison, toute compétition confondue, 10 passes décisives. Alors évidemment, c'est bien moins de buts que Erling Haaland, mais c'est normal parce que c'est lui qui lui envoie les passes décisives. On voit que, mine de rien, il est proche des stats, voire même un peu plus de Bruno Fernandes, en tout cas en termes de buts, pas en termes de passes décisives, mais en même temps, Bruno Fernandes est le meilleur passeur de Première Ligue. Il est loin en termes de buts de Igor Thiago, mais on voit quand même qu'il est complet, il est quasiment en double-double, c'est-à-dire proche des 10 buts et des 10 passes décisives. Juste une petite question à Alex, c'est quoi le meilleur pied de Ryan Cherki? En une touche, je crois, c'est le gauche, je crois, et en 2 touches, le droit. Dans le jeu, je dirais ça comme ça. Après, coup de pied arrêté, je pense que c'est pied droit. Et c'est compliqué, c'est vraiment... C'est différent. Voilà, on l'a vu, en tout cas, c'est le deuxième joueur anglais le plus décisif cette saison, toute compétition confondue, derrière Erling Haaland et donc devant Bruno Fernandes. Ça pose un homme quand même, Julien, par rapport à la hiérarchie des meilleurs joueurs en Angleterre. Il est en train, clairement, de pousser les murs et d'enfoncer les portes, là, en Angleterre, Ryan Cherki. Ouais, complètement. Et puis, comme on l'a dit, c'est que le début aussi, ça fait un peu plus de 6 mois qu'il est là. Donc, qu'est-ce que ce sera l'année prochaine? Alors, on ne sait pas si Pep Guardiola sera encore là, mais cette dynamique qu'il a maintenant, elle va continuer. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Foden est sur le banc. Il a quand même mis Foden sur le banc. Il y a eu une période où Guardiola a mis Ryan sur le banc et ça avait été au détriment de l'équipe. Et donc, rapidement, il l'a remis dans l'équipe. Mais aujourd'hui, il est indispensable. Et on l'a vu hier, il est sur le banc, par exemple, dans une demi-finale de Coupe de la Ligue pour City, parce que dimanche ils vont à Liverpool et il doit absolument être titulaire contre Liverpool, donc tu peux pas jouer mercredi, tu le mets au repos mercredi et tu le fais jouer dimanche, parce que c'est à ce point-là qu'il est devenu important pour cette équipe-là. Julien, il l'utilise comment, Pep Guardiola, dans quel rôle et où est-ce qu'il le positionne préférentiellement parlant sur le terrain? Ça évolue un petit peu, on l'a vu sur un côté par exemple, à un moment notamment où Guardiola employait une tactique un tout petit peu différente, où il voulait vraiment le surnommer au milieu de terrain, donc on avait beaucoup de joueurs, Doku, Foden, Ryan qui venaient au milieu de terrain, et tu laissais les côtés pour les latéraux. Il y a des matchs où au contraire ils ont voulu utiliser plus la largeur City, et dans ce cas-là il était sur un côté, même si ça lui convient un petit peu moins, parce qu'il a besoin d'être au cœur du jeu, on le répète assez souvent, mais ces dernières semaines-là c'était plus en soutien d'Haaland, soit avec Reinders, parfois avec Foden, mais c'est vraiment à lui qu'on avait donné les clés, dans un rôle très axial, de dicter le jeu de City, d'accélérer quand il fallait, de ralentir le jeu quand il fallait, le tempo, et pour ça il est vraiment parfait. C'est quoi le meilleur poste de Ryan selon toi, Alex? Plutôt ailier côté droit ou plutôt meneur de jeu? Meneur de jeu. Pourquoi? Pour moi, meneur de jeu, c'est son vrai poste. Après, ailier, mais qui rentre pour créer un surnom dans l'axe et jouer, ça aussi ça me va, mais pas un ailier de débordement, ça c'est sûr. Son meilleur poste, c'est à côté d'Alexandre Lacazette, on le sait. aussi. Bon, en équipe de France, d'ailleurs, malheureusement, vous n'avez pas eu la possibilité de jouer ensemble chez les Bleus, mais en tout cas, Cherki joue soit sur le côté droit, soit meneur de jeu. Et avec peu de temps de jeu, il a déjà fait beaucoup, Rémi, en équipe de France. Parce qu'en 4 sélections, et notamment sa première, c'était face à l'Espagne en Ligue des Nations en juin dernier, et ben, il est rentré pour 27 minutes. Il a eu le temps de marquer son premier but et d'offrir sa première passe décisive à Randal Colomwani, ce qui fait de lui un
un joueur décisif toutes les 96 minutes en équipe de France, ce qui montre bien qu'il franchit les étapes les unes après les autres, puisque il arrive en équipe de France en ayant déjà signé avec Manchester City, mais surtout sans problème, en étant décisif. Et le sélectionneur Didier Deschamps le voit plus en revanche comme finisseur, donc remplaçant au coup d'envoi, plutôt que titulaire. Écoutez. Il ait cette capacité de pouvoir rentrer et faire des différences, c'est bien, parce qu'on n'a pas toujours eu ça, et quand on fait rentrer un joueur offensif, c'est bien qu'il puisse amener quelque chose et faire des différences. Mais il est capable d'être décisif dès le début, même si, dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, quand fin de match, avec la fatigue de l'adversaire, quand on est un joueur technique comme lui, il y a un avantage. Alors, on va entrer dans le détail des statistiques de Ryan Cherki. On va essayer de le comparer pour se demander s'il a sa place, même si on pense tous qu'il ira à la Coupe du Monde. Mais il y a quand même une concurrence qui est très forte en équipe de France, on le sait, au poste offensif. On l'a comparé à Magnus Akliouche, à Bradley Barcola, à Désiré Doué et à Michael Olise. D'abord, sur leur performance en club. Rémi, ça donne quoi si on compare ? Oui, parce que même entre nous, il y avait débat, parce qu'on se disait, est-ce que c'est les mêmes postes ? Est-ce qu'ils sont vraiment concurrents ? On voit que Ryan Cherki est décisif toutes les 84 minutes en club, puisqu'il a déjà marqué 9 buts et délivré 10 passes décisives. C'est le deuxième meilleur parmi Akliouche, Barcola, Olise et Doué, parce que Olise est décisif toutes les 74 minutes avec le Bayern Munich. C'est vrai qu'il fait une saison phénoménale avec 13 buts et 21 passes décisives. D'ailleurs, c'est quoi les points communs, toi Alex, qui les a connus les deux, avec la sélection olympique, entre Michael Olise et Ryan Cherki, parce qu'ils ont joué 11 matchs ensemble. C'est quoi les qualités qui se ressemblent chez eux ? C'est deux joueurs de football qui aiment vraiment avoir le ballon dans les pieds et créer quelque chose à partir de là. Sinon, je vois plus Michael comme un joueur vraiment de couloir, même si en 10 il était bon, mais en couloir il est vraiment meilleur. Et c'est les joueurs qui aiment servir l'attaquant, qui aiment jouer avec les autres. Donc c'est les points communs. Voilà, ce qui permettrait donc d'avoir et Michael et Ryan sur le terrain en même temps. Ça permettrait donc de cumuler les temps de jeu. Alors on a vu les statistiques en club. On se rend compte donc que Cherki est le deuxième le plus décisif derrière Michael Olise, donc devant Désiré Doué, Bradley Barcola et Magnus Akliouche. Par rapport à leurs statistiques en équipe de France, est-ce que la hiérarchie est la même ? Alors quasiment, même si Ryan Cherki pour le coup est meilleur, puisqu'il est décisif toutes les 96 minutes. C'est alors quasiment le meilleur derrière Akliouche. Faut dire qu'il a eu plus de sélections, même si c'est qu'une sélection. Ils ont marqué le même nombre de buts et délivré le même nombre de passes décisives, ce qui montre bien que les deux savent s'adapter. Alors après, Barcola et Olise ont joué plus de matchs, donc forcément la difficulté grandit au fur et à mesure des matchs. Moi, ce que je voulais te demander, Alex, c'est alors ça n'a rien à voir avec l'équipe de France, mais est-ce que Ryan, c'est un joueur qui peut te donner des paris pendant un match ? C'est-à-dire, il peut te dire, aujourd'hui, je vais faire 5 petits ponts, je vais délivrer 2 passes décisives ou je vais marquer 2 buts ? Puisqu'il m'en a sorti une. En tout cas, c'est sûr qu'il m'a dit dernier match, je vais te faire marquer. Ça, c'était sûr. Mais non, il n'est pas trop dans le. Plus à l'entraînement, il va me dire ok, aujourd'hui, je mets un petit pont. Ou voilà, mais sinon, en match, il prend les matchs assez sérieux. Et plus dans les passes, il va vouloir. Surtout que l'année dernière, il pouvait atteindre le record de passes, je crois, en Europa League, si je ne me trompe pas. Ou au moins pour Lyon. Mais plus dans les passes et les buts que les petits ponts. Alex, comment tu juges la hiérarchie des attaquants ou des joueurs offensifs, en tout cas en équipe de France ? Pour toi, Ryan est indiscutable, il doit aller à la Coupe du Monde ? Ouais. Il doit y aller, ouais. En plus, il fait la saison pour, donc s'il ne va pas à la Coupe du Monde, faut se demander ce qu'il doit faire pour aller en équipe de France. Julien, toi qui suis également les Bleus de près, il n'y a pas de débat non plus selon toi ? Non, le seul débat, ce sera titulaire ou remplaçant, comme finisseur, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi, ce qui en plus, par rapport à tout ce qu'on a aussi là à rajouter, c'est moi, je trouve que dans sa maturité, tu vois vraiment la différence par rapport à la saison dernière.
il s'est affûté physiquement, mais ça on pouvait s'y attendre, mais même dans sa réflexion, même dans sa communication, en plus en anglais, c'est pas facile, Alex le sait très bien, de faire des interviews d'après-match par exemple sur Sky Sports, et pourtant il y va. Moi je trouve qu'il a vraiment aussi franchi un palier dans ça, mais après c'est le bon âge aussi, mais cette expérience-là à l'étranger, elle arrive au bon moment pour lui, dans son évolution en tant qu'homme et dans son évolution en tant que joueur, et la Coupe du Monde viendra s'ajouter aussi à tout ce qu'il aura fait entre, on va dire, la Coupe du Monde des clubs, juin, jusqu'à donc sur cette année-là, juin 2025 à juin 2026, et après, et donc c'est vraiment une période qui est vraiment faste pour lui. Alex, on a déjà eu des éléments de réponse avec les statistiques et en analysant sa saison, mais c'est quoi son rapport à la pression d'un match à Ryan? Parce qu'on a l'impression qu'il n'en a pas. Est-ce que tu trouves que c'est le cas aussi? Oui, il n'en a pas. Non, il n'en a pas. Il est capable de déconner 10 minutes avant un match alors que le vestiaire il est sous pression. Non, il n'a pas de... Je pense qu'il se prépare assez bien. Il a un truc où, pas il se parle à lui-même, mais il réfléchit avant le match. Et après, son leitmotiv, c'est faire plaisir à tout le monde. Donc les supporters, sa famille, lui déjà sur le terrain et l'attaquant. C'est vraiment son leitmotiv. Qu'est-ce que tu penses de son niveau d'anglais, Alex? C'est pas mal, ça fait que 6 mois il est en Angleterre. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce qu'il y en a, au bout de 6 mois, ils parlaient pas. Et si tu parles pas, ça veut dire que c'est vraiment pire. Donc, ça fait 6 mois et bon, on attend dans un an. Est-ce que tu avais déjà commencé à lui donner quelques cours en fin de saison dernière, quand ça se profilait déjà le transfert là? En fait, il nous avait pas dit qu'il allait à Manchester City. Mais des fois, il posait des questions sur la vie en Angleterre, ou il commençait à parler un peu anglais. Donc je lui posais des questions, mais tu vas aller où et tout. Il disait non, je sais pas. Mais c'est après qu'il m'a annoncé City au dernier moment. Ouais, bon, t'avais déjà compris quoi. Est-ce que tu le verrais bien un jour sous le maillot des Gunners, peut-être d'ailleurs? Pourquoi pas. Ça serait bien, mais bon. C'est pas moi qui décide tout ça. C'est toi qui feras le transfert de toute façon. Non, juste un. Attends, il y a Jules qui voulait intervenir là-dessus. Ah pardon, vas-y Jules. Moi je prends aussi. Cherki à Arsenal, je prends tous les jours. De City à Arsenal, ça se fait plus dans ce sens-là maintenant. Il y a quelques années, c'était l'inverse. Maintenant, c'est plus dans le sens City Arsenal. Non, juste un dernier truc, Alex. Voilà, il va y avoir la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui peut améliorer pour une compétition, un événement de ce type encore dans son jeu peut-être ou dans sa façon d'être? Non, je pense qu'il doit continuer à être lui-même et chaque match il va apprendre. Donc c'est vraiment avec la compétition, il va que progresser, écouter bien sûr les conseils de son coach. Mais là, il est en pétard, donc je ne peux pas lui dire de changer quoi que ce soit. Ouais, exactement, et on attend de le voir à l'œuvre face à Liverpool ce week-end, ça va être incroyable. Merci beaucoup Alex Lacazette d'avoir été l'invité de l'After Angleterre. Merci, à bientôt, bonne saison avec Néom en Arabie Saoudite. Merci mon général. Merci Jules, merci Rémi, merci à tous. Abonnez-vous évidemment si vous aimez l'After Angleterre, on se retrouve très vite. Ciao. RMC After Angleterre.